Mercredi 16 mars 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les membres du gouvernement a été présenté aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Au vu de ce nouveau gouvernement, il s'agissait d'un remaniement partiel avec la nomination de 6 nouveaux ministres, le maintien de 19 ministres ainsi que les 2 secrétariats d'État et ainsi que le changement de portefeuille pour 2 ministres. 2 vice-ministères ont été également supprimés de ce gouvernement mené par le Premier ministre Ntsa Christian. Judicaël Ringénéry nous en dit plus. Le nouveau gouvernement, toujours mené par le Premier ministre Ntsa Christian, a été présenté aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. 30 ministères le composent. Il y a eu la nomination de 6 nouveaux ministres, le maintien de 19 ministères, d'un vice-ministre et de 2 secrétariats d'État. Les ministres nouvellement élus sont Richard Ndjemanjant, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rakuza François, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Toukeli Justin, le ministre des Transports et de la Météorologie, Ranzatou Elna Rollon, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakout-Malal, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vina Orléa, et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Vigna Vravoukac. Le précédent ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Pierre Holder Amaoulmias, a été muté à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Sitinou Roberto a repris son poste au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, 9 ministères ont connu un changement dans ce gouvernement. Les 2 vice-ministres en charge de la réforestation et celle de la jeunesse ont été abrogés si le vice-ministre de l'élevage est maintenu. Le vice-ministère de la pêche a été promu au rang de ministère. Certains ministres nommés dans ce gouvernement ont été déjà ministres dans les précédents gouvernements, comme Fidia Vravoukac, qui a déjà été ministre des Mines et des Ressources stratégiques, et Richard Ndjemanjant, qui a été auparavant ministre de l'Économie et des Finances. Et le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres aujourd'hui, tout de suite après la proclamation des noms des nouveaux membres. Durant ce conseil des ministres, le président de la République a réitéré les défis et les objectifs que doivent encore faire face ce nouveau gouvernement dans la réalisation des engagements présidentiels. Reportage. Il s'agit du premier conseil des ministres pour ces quelques nouveaux membres du gouvernement. En premier lieu, les membres du gouvernement se sont présentés devant le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République a tenu également à rappeler la politique générale de l'État constituée des 13 Velrand par le biais du ministre de la Communication et de la Culture, qui est également porte-parole du gouvernement. Ces engagements présidentiels concernent tous les domaines de l'économie du pays, qui est la base des activités et des défis de ces ministères. Selon le président de la République, ces ministres devront ainsi s'imprégner de cette politique de l'État dans l'exercice de leurs activités et non pas seulement durant le Conseil des ministres. Objet, présentation de la politique générale de l'État. Lors de ma campagne électorale, j'ai promis à nos concitoyens de rattraper le retard de développement de ces 62 dernières années. Le document de politique générale de l'État que je vous confie nous donne les directives et les trajectoires pour l'atteinte des objectifs de l'émergence afin de bâtir une nation forte, prospère et solidaire pour la fierté et le bien-être des Malagasy. Les Vélirams traduisent les axes prioritaires et les résultats attendus par la population et devront être mis en application dans les meilleurs délais. À titre de rappel, la paix et la sécurité est une priorité absolue ainsi que l'effectivité de l'état de droit. Notre objectif est de garantir la paix durable dans tout le pays. Il faut mettre l'accent sur certains points, à savoir la dotation d'hélicoptères pour lutter contre les vols de zébus afin de réduire ces vols de plus de moitié à court terme, l'arrêt immédiat de toute exportation des bovidés, l'accélération de la mise en place du système de surveillance des bétails et de leurs mouvements, le cadrage des dînes, la dotation matérielle adéquate des forces de sécurité urbaines comme rurales, la mise en place des centres de formation adéquats pour former nos forces d'intervention spéciales dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, le redéploiement de nos militaires dans les zones rouges, la mise en place d'une nouvelle stratégie de sécurisation des zones urbaines et rurales,
L'énergie et l'eau pour tous constituent un des socles de l'émergence de notre pays. Notre objectif est de doubler la production énergétique sous 5 ans et de réduire le tarif de l'énergie. Sans l'énergie, nous ne pouvons pas aspirer à une industrialisation. Et concernant l'eau, notre objectif est d'augmenter de manière substantielle l'approvisionnement en eau potable de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire de Madagascar à travers des travaux de forage, d'adduction d'eau potable, etc. Le président Adjradzuel a rappelé au ministre que 80% de ces VLRAN devront être réalisés. Certains ont été concrétisés, d'autres projets sont en cours, si d'autres ne le sont pas encore et devront être réalisés. Le développement des districts et des localités de base devra être priorisé, entre autres. Les crises mondiales ont entravé les projets de l'État, mais le rythme qui était déjà établi doit être poursuivi et accéléré pour atteindre le retard de développement, selon le chef de l'État. Il a aussi affirmé que les ministres devront être des exemples et refléter l'image de l'État. Dans un tout autre sujet à présent, 6 responsables au sein de la CNAPS ont été placés sous mandat de dépôt après être passés devant le pôle anticorruption OUPAC. Parmi eux, le directeur général de la CNAPS, Mami Rakoutenjaïbe, et le président du conseil d'administration. Détournement, blanchiment de capitaux, prise de profits illicites sont entre autres les chefs d'inculpation de ces derniers. Cécile Vin nous en dit plus. 3 semaines après la publication des dossiers à l'origine de cette affaire de la CNAPS, ou Caisse nationale de la prévoyance sociale, les concernés sont passés devant le PAC où leur audition a duré des heures. Le verdict n'a été prononcé que vers 22 heures. L'on sait que Mamrako Tadjabe, directeur général de la CNAPS depuis novembre 2019, est placé sous mandat de dépôt à Ntamour, le président du conseil d'administration de la Caisse, 3 membres du conseil d'administration et une autre personne. Ils sont accusés de plusieurs délits comme détournement, abus de pouvoir, prise de profit illicite, abus de prérogatives, blanchiment de capitaux et complicité. L'affaire a commencé 3 semaines auparavant par la publication des documents financiers et s'est poursuivie par l'enquête du Bianco. C'est là que l'on a su l'achat d'un terrain de moins de 1 hectare pour une valeur de 12,5 milliards payé par la CNAPS par le biais des dirigeants. L'enquête a aussi confirmé que cet argent a été versé dans le compte bancaire de ses responsables. Ils ont ainsi empoché 1,3 milliard chacun. Suite à une enquête approfondie, ce terrain acheté appartient à l'un des membres du conseil d'administration. Ce dernier est la 7e personne impliquée dans l'affaire, mais selon les sources, elle aurait quitté le pays. Le PAC a informé les journalistes que l'enquête sur cette affaire de la CNAPS se poursuit. Rappelant qu'il n'y aura aucune tolérance à l'égard des dirigeants qui sont impliqués dans les affaires de détournement de deniers durant ce mandat, comme l'a annoncé le président durant sa prise de fonction. Dans la page divers, le chauffeur de la voiture qui a tué Kevin, un motard, suite à un accident dimanche dernier à un Kadlal, sera jugé le 3 mai prochain. Rappelons que l'accident est dû à une altercation entre des motards et le conducteur. Reportage de Judical Ranjenirin et Nzara Ranjensu. Les amis et familles de la victime décédée a attendu les suites de l'affaire depuis 6 heures du matin jusqu'à l'après-midi hier, ici, au palais de la justice à Nossi. Cette affaire qui a coûté la vie à Kevin suite à un accident à Kadlalan. Un accident dû à une altercation entre le conducteur et des motards depuis Mamas. Selon des témoins oculaires, il s'agit d'un acte involontaire car le conducteur n'aurait pas fait exprès de renverser Kevin. Néanmoins, ce jeune homme de 25 ans s'est fait écraser par les roues avant et arrière de la voiture 4x4. C'est un corps sans vie qui est arrivé à l'hôpital. Le conducteur a fui le lieu de l'accident et s'est constitué prisonnier auprès de la gendarmerie d'Akadlal après. Une décision provisoire de la justice est sortie. Le conducteur de la voiture 4x4 est placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé le 3 mai prochain. Quant à Kevin, il a été inhumé aujourd'hui, mercredi. Le corps d'un homme âgé de 41 ans a été retrouvé ce matin aux alentours de 9h30 sur la plage. Il est mort noyé suite au naufrage de sa pirogue hier soir vers 20h30 dans la rivière d'un passe-pouce dans la commune d'Abatulone, district de Manzakanjin. Ses 2 amis qui l'accompagnaient sont sains et saufs. Selon les témoignages de ces derniers, ils comptaient traverser la rivière pour aller vers Angenari, rendre visite à leur grand-mère souffrante, mais arrivés
au milieu de la rivière, la pirogue a fait naufrage. Après constat des médecins, le corps a été remis à sa famille. Dans les actualités internationales de ce soir, en Afrique de l'Est, la sécheresse continue de faire des ravages. Dans le nord du Kenya, il n'y a pas eu de pluie depuis 2 ans. Reportage dans le village de Kanté d'ici Olo avec France 24. 110 000 animaux d'élevage sont morts dans le comté d'Isiolo au cours des 6 derniers mois, faute de nourriture et d'eau. Cet homme essaie de faire survivre 100 chèvres et 50 moutons. Avant, depuis notre village de Kulamawe, nous devions seulement marcher 2 heures pour trouver des pâturages. Maintenant, il faut marcher environ 5 heures. Beaucoup ont perdu leurs troupeaux, 120 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire dans ce comté. Ce fourrage permet d'avoir un peu d'eau, mais il est insuffisant pour abreuver toute une région. Nous avons tellement de problèmes. Ici, nous partageons l'eau avec nos bêtes, mais elles sont si nombreuses. À cause de la sécheresse, les gens viennent de toute la région vers notre village. Ils viennent d'endroits très lointains. Les animaux sont prioritaires et arrivent chaque jour par milliers. Impossible pour ces fermiers de se résoudre à les laisser mourir. Mieux vaut priver les hommes d'eau. Notre principale source de revenus, c'est le bétail. On le vend et ensuite on peut acheter de la nourriture à nos enfants. On le vend et on peut payer l'école. Le gouvernement a déployé une aide d'urgence, mais pour le responsable de la lutte contre la sécheresse, il faut désormais développer des solutions sur le long terme et changer les modes de vie. Si nous parvenons à créer de la résilience au sein des communautés, elles ne souffriront plus de ces problèmes. Il y aura des sécheresses, puis des inondations et encore d'autres problèmes. Mais les gens seront capables de facilement faire face à ces risques. Il compte notamment développer l'irrigation pour permettre les cultures, une révolution pour ces communautés pastorales. Mais les autorités considèrent qu'il faudra en passer par là pour s'adapter au changement climatique et aux sécheresses de plus en plus fréquentes. Parlons à présent de la situation en Ukraine. Environ 20 000 civils ont réussi à quitter la ville de Mariupol dans le sud de l'Ukraine à bord de véhicules particuliers, a déclaré aujourd'hui Vadim Denisenko, conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur. France 24. Ils viennent de faire plus de 270 km à bord de leur voiture. Et c'est soulagé et affamé que ces Ukrainiens arrivent sur ce parking. Certains ont des enfants en bas âge, en témoignent ces pancartes. Ils font partie des 20 000 personnes à avoir quitté Mariupol depuis un couloir humanitaire, mais tous ne sont pas encore arrivés au bout. Des milliers d'autres sont encore coincés sur la route. Un convoi d'aide humanitaire pour Mariupol reste encore bloqué. Mais depuis quelques jours, les gens parviennent peu à peu à quitter la ville assiégée grâce à des transports privés. Mariupol, c'est la grande ville portuaire située à une 50aine de kilomètres de la frontière russe et surtout à 85 kilomètres du fief séparatiste de Donetsk. C'est aussi la plus grande ville encore aux mains de Kiev dans le Donbass. Les Russes veulent à tout prix s'en emparer car c'est la pièce manquante pour contrôler la mer d'Azov et pour faire la jonction avec la Crimée annexée et les troupes séparatistes dans le Donbass. Assiégée donc par les forces depuis plusieurs jours, Mariupol est devenue une ville fantôme qui vit au rythme des bombardements et contraint sa population à rester terrée dans des caves. Eux aussi fuient l'horreur de la guerre par un autre couloir humanitaire, depuis la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, tout près de la Russie. Dans ces files d'attente de plusieurs kilomètres de long, ils espèrent pouvoir embarquer dans ces 70 autocars de la Croix-Rouge. L'ampleur de cette catastrophe humanitaire est tout simplement incompréhensible. Des civils par centaines essaient de monter dans les autocars et nous, la Croix-Rouge, essayons d'escorter ce convoi à travers les lignes et de le ramener en sécurité. Ce mardi, environ 29 000 personnes ont été évacuées de plusieurs villes assiégées. Au total, près de 3 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté le pays.
Pour terminer cette page internationale, les dépôts pétroliers de Lorient et Brest étaient bloqués mardi par des transporteurs, des agriculteurs et des pêcheurs pour dénoncer la hausse du prix des carburants. À Brest, des palettes et des troncs de bois brûlés devant le dépôt et plusieurs affiches étaient déployées sur lesquelles il était notamment écrit « Gazole trop cher, bateau à terre » ou « Gazole trop cher, en là dans le derrière ». France 24 nous en dit plus. Une fumée épaisse, visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Depuis 8 heures ce matin, cet amas de pneus et de palettes rend l'entrée du dépôt pétrolier de Lorient inaccessible. Ce patron imagine déjà passer plusieurs nuits ici dans son camion. Regardez, les réservoirs sont vides. Voilà. Là, le véhicule va rester là et moi, ce soir, je reste là. Voilà, j'ai un confrère qui est là aussi. On reste là ce soir, voilà. Des entrepreneurs du transport routier, du BTP, tous impactés par la flambée des carburants. Ils demandent aujourd'hui le gel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Tant que le carburant ne revient pas à 1,30 €, le prix normal, 1,20 €, 1,30 €, tant qu'il ne revient pas à ce prix-là, il faut geler les taxes pour pas que les entreprises aillent au gouffre. Vincent Grénic dépense 200 000 € annuels pour remplir les réservoirs de ses machines agricoles. Aujourd'hui, le prix du fioul a doublé, mais il refuse de le répercuter sur les agriculteurs. Moi, je pense à mes clients, oui. Parce que c'est mes clients et je me vois mal leur mettre une augmentation si grande que ça. Et déjà qu'ils ils peuvent plus. Au petit matin, c'est un cortège venu des 4 coins du Finistère qui a convergé vers Brest cette fois. 150 personnes bloquent toujours le dépôt pétrolier de la ville, principalement des pêcheurs. Depuis 8 jours, on est stoppé. On est le long du quai. Le prix du carburant étant trop fort, on n'arrive pas. Je ne peux pas dégager un salaire pour mes gars, donc on a préféré stopper le navire. D'autres blocages sont prévus dans la semaine. Un mouvement de protestation parti de l'Ouest en passe de se propager dans le reste de la France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.